Un jour, j'ai eu l'idée folle de faire le tour du monde en ULM pendulaire, en quête d'aventure. Mais je n'avais pas prévu tout ce qui allait m'arriver. Là, j'étais arrêté pour espionnage au Sud-Soudan et mon avenir paraissait bien compromis. Mais revenons au début de l'aventure. Je m'appelle Xavier Resset, je suis né et je vis en Suisse, à Verbier. Après une carrière dans le snowboard, j'ai choisi une vie d'aventurier pour aller à la rencontre de l'autre et aussi de moi-même. J'aime les éléments, la terre et les montagnes de ma Suisse natale, l'eau parfois sous forme de neige, mais aussi, bien sûr, celle de nos océans qui constituent 70% de notre planète. Et enfin, l'air de notre précieuse atmosphère. À l'instar de la plongée dans le Grand Bleu, l'air nous permet de nous déplacer dans les 3 dimensions et procure un sentiment de totale liberté. Alors un jour, en homme libre, j'ai simplement décidé de partir à la découverte de notre planète en ULM, le nez au vent comme on dit. En décollant de l'aéroport de Sion, je voulais rejoindre les Antipodes, mais n'avais qu'une très vague idée du chemin qui m'y mènerait. Et en effet, cette aventure allait s'avérer pleine d'imprévus. En amoureux des montagnes, j'apprécie de commencer par survoler les Alpes. Mais par sécurité, je dois les traverser par les vallées. Je fais un crochet par la France à la découverte de l'Ardèche. Le but de cette expédition n'est pas de voler non-stop, ni d'établir un quelconque record, mais bien de me poser aussi souvent que possible pour partager, comprendre et découvrir. Je repars en direction de l'Italie avec la satisfaction de me sentir voler vers un destin incertain, en me réjouissant de ce que la vie va m'apporter. L'aventure, avec un grand A, a bien commencé. La dorsale des Alpes se déroule et soudain, sans transition, fait place à une immense plaine cultivée et bientôt à la mer Méditerranée. J'ai choisi l'ULM parce qu'il me permet de me poser presque n'importe où. L'idée n'est pas de faire le tour du monde des aéroports. Je veux rester au plus près de la nature. Une nouvelle journée commence. C'est les meilleures nuits au monde. Et le gros avantage quand tu dors ici, c'est que tu n'as pas besoin de réveil. Dès que le soleil sort, tac, t'es réveillé. En traversant l'Italie vers le sud, mon objectif fait la Sicile, et plus particulièrement son volcan, l'Etna, que je veux survoler au lever du soleil. La longue ascension jusqu'à 4000 mètres me permet de découvrir le volcan sous toutes ses facettes, depuis ses flancs criblés de petits cratères jusqu'à ses cônes sommitaux. C'est un privilège de bénéficier de ce point de vue unique sur le géant en activité. À cette altitude, je ne suis qu'un humble pixel, perdu dans un océan de puissance et de beauté. Sur place, je rencontrais Loïse, une passionnée bien ancrée dans le moment présent. Quand tu t'approches des cratères sommitaux, il y en a quand même 4, c'est pas n'importe quoi, tu ressens une émotion. Et c'est beau, tu vois, parce qu'il y a toutes les couleurs. J'immortalise toutes les belles choses que je peux, tu vois. À une époque, tu sais, dans les greniers, on trouvait des malles. Et ben moi, mon appareil photo, c'est ma malle à moi. Ça m'est arrivé de pleurer devant tant de beauté. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Ça va te faire des sacrés souvenirs de voyage. C'était super beau parce que j'étais vraiment tout seul. Et puis les couleurs étaient juste magnifiques. Il y avait un très joli jeu d'ombre. C'était juste un moment incroyable. C'est la première fois que je fais un truc comme ça.
faut que j'attache la machine solidement. Parce que l'aile pendulaire, vu qu'elle peut bouger vraiment dans tous les sens, si le vent se lève, l'aile peut avoir des dommages et la machine peut même se faire retourner. Je ne sais pas si ça fait du stop en Sicile. Alors, je vais découvrir tout ça. Et il n'y a personne qui me prend. Et je pense que les gars qui passent en voiture, ils doivent dire « Ah, t'es tué ce pauvre gars qui est en train de marcher sous un soleil de plomb. Ça doit être horrible, ils doivent se dire. » Ça se balade, ça se balade. Super bon. Je préfère en fait comme ça que dans les supermarchés. Hein. Derrière moi se trouve le temple de la Concorde. C'est un des temples grecs les mieux conservés à travers l'histoire du temps, avec le grand Parthénon à Athènes. Au 5e siècle après Jésus-Christ, les chrétiens l'ont pris pour en faire une église. Ils l'ont restauré plusieurs fois et dans les années 1800, il a repris son aspect normal. C'est beau, hein? Depuis la Sicile, j'ai rejoint la ville de Lecce, dans la région des Pouilles. Et là, pour moi, se présentent deux nouveaux challenges. Tout d'abord, survoler 120 km de mer pour atteindre l'île de Corfou, en Grèce. C'est le premier vrai test du genre, et je sais qu'il y en aura d'autres beaucoup plus longs durant cette expédition. C'est clair que quand tu es au-dessus de l'eau, tu n'as plus l'option d'atterrissage d'urgence en cas de problème. Mais là, tout s'est bien passé. Et ensuite, une fois à Corfou, il me faut m'insérer dans le trafic aérien d'un aéroport international en plein mois d'août, et notamment avoir le parfait timing pour ne pas subir le souffle des gros avions. Ça a beau être un aéroport international, des machines comme la mienne, ils n'en ont jamais vu. Et cette scène va se répéter partout où je vais atterrir. It's the first time that we see this like aircraft. I don't know. Alors il y a un truc qui est incroyable, c'est que quand tu arrives avec un gros porteur, et ben, tu as un bus, et ce bus est plein. Quand tu arrives avec l'ULM Fly the World, et ben, tu es une personne. Et le bus est vide. Corfou, c'est très beau. C'est pas loin d'être le paradis si en plus t'es sur un beau bateau dans ces eaux limpides. Mais c'est pas exactement ce que j'appelle une vie d'aventurier. Alors me voilà reparti pour survoler l'une des merveilles de la Grèce, avant d'obliquer plein sud. Les monastères des météores sont fascinants. Perchés depuis le XIVe siècle en haut de falaises abruptes et de canyons encaissés. Pour moi, une occasion de me fondre dans ce décor minéral et sa végétation. Il y a 50 millions d'années à peu près, à la place de ces météores, il y avait un fleuve qui coulait et qui charriait énormément de ces petits galets arrondis et puis également pas mal d'alluvions. Sous l'effet de la pression, de la chaleur, eh bien, ce conglomérat est devenu solide. C'est ce qui donne un petit peu cette forme de roche. Et le reste, c'est l'érosion. Déjà bien avant la construction des monastères, dès le 9e siècle, les moines venaient prier et habitaient dans les nombreuses grottes. Je passe énormément de temps à marcher pour me rendre d'un point à un autre. Et effectivement, dans beaucoup d'endroits, le stop ne fonctionne pas. Et en fait, c'est un très très bon moyen, la marche, de découvrir parce que j'avance tout doucement. Et en même temps, le but de cette expédition, c'est de prendre le temps de découvrir notre planète sous un différent angle. Étant à pied, je décide de descendre dans le lit du torrent qui maintenant est à sec. C'est super joli. Puis on va voir jusqu'où je peux aller. Un dicton que j'aime bien, qui est assez simple en fait, il dit toujours que l'aventure commence au coin de la rue. Alors on n'est pas obligé d'aller au bout du monde ou visiter des trucs à 1 million de dollars pour vivre quelque chose de sympa. Même si je termine dans du bush
eh bien c'est pas trop grave. Au pire, je finis griffé de tous les côtés, quoi. C'est des murs. Et elles vont me permettre de m'hydrater. Parce que j'ai plus d'eau. Là, il y en a encore là. Aïe. Ici, je me trouve dans une petite baie à Kipira. Et il y a plus de 3000 ans, il y avait une petite ville qui s'est effondrée dans la mer. Quand on regarde un petit peu, ici, on peut voir des bouts de poterie. Tout ce qu'on voit ici, c'est les preuves de la civilisation qui était là avant. Mon prochain objectif, c'est la Crète. Mais il va me falloir patienter quelques jours. Trop de vent ici et pluie à l'arrivée. Je prends mon mal en patience et dès la première fenêtre météo, je m'envole de nouveau au-dessus de la mer. Partir à la découverte de la Crète, c'est pour beaucoup une rencontre avec la générosité de ses habitants. Parmi eux, sur mon chemin, il y a Georges, digne héritier de la lignée des philosophes grecs. J'ai fait l'université du trottoir. Tous les jours, avec les fautes que j'ai fait, j'apprends un petit truc. On est tous les mêmes sur Terre. Les riches et les pauvres, et tous les noirs et les rouges, les blancs. Il faut être optimiste, pas négatif, et mettre bien dans la tête qu'on est du passage. On vit dans un monde qui nous fait peur, on a l'impression qu'il y a du danger partout et potentiellement qu'à certains endroits, oui, il y a du danger, mais il y a aussi une autre facette. La planète, elle recèle des endroits qui sont incroyables. Il ne faut pas abandonner, il faut oser, prendre des risques. Avant de partir, j'ai fait certains choix, déjà certains endroits que j'avais l'envie d'aller voir. Et depuis que je suis parti, en fait, tous ces choix ont complètement changé. L'Etna, j'avais pas l'idée de le survoler avant de partir. Les météores en Grèce centrale, j'avais pas l'idée d'aller les voir avant de partir. C'est plein d'endroits que les gens me font découvrir au fur et à mesure du voyage. C'est à nous à découvrir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis il ne faut pas être philosophe et étudier une quarantaine de livres pour comprendre que 1 et 1, ça fait 2. C'est très simple dans la vie. Mais c'est nous, dans notre égoïsme, qu'on complique la vie. Tout ce qu'on fait avec l'amour, ça sort positif. Et on est des petits locataires de cette terre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien à nous. Là, je me trouve dans un petit village de pêcheurs en Crète qui s'appelle Sitia et j'attends pour traverser direction l'Égypte. Le vent qu'il y a, c'est incroyable. Je comprends pourquoi j'ai pas pu décoller hier. J'espère que je pourrai décoller dimanche en espérant que le vent se calme un petit peu. C'est impressionnant. Et il commence à faire froid aussi. Hein. Au pays, mais ça caille là à Crète. La combinaison étanche, c'est pour un long vol au-dessus de la Méditerranée. Et puis c'est en cas de problème. Si je tombe dans l'eau, je dois avoir une combinaison étanche qui me protège. Le temps que j'appelle les secours. Voilà, pour la traversée, j'ai aussi le petit canoë ici, qui est gonflable. En cas de problème, je peux le gonfler. Alors inutile de vous dire qu'avec la combi, j'ai pas froid. Ça va être une traversée incroyable parce que c'est un vol que j'ai pas du tout fait encore, survoler pendant 4 heures de temps la Méditerranée. The tower told me to high at the highest level, the highest altitude, because they are strange over there. They have issues and they might shoot you. Just fly as high you can to be free and alive. Mes roues quittent le sol européen. Ils ne m'ont pas vraiment rassuré à l'aéroport. Je suis un peu tendu au moment de m'envoler pour le premier challenge de taille au-dessus de la Grande Bleue. Je vais suivre leurs conseils et voler aussi haut que possible. Je regarde dérouler le tapis de nuages et en dessous, le scintillement du soleil dans les vagues, parfois ponctué de la trace d'un cargo. Après quelques minutes de vol, mes craintes disparaissent. C'est dans ces moments que l'on se sent vraiment maître de son destin, aux commandes de sa vie. L'Afrique! Les contours de l'Afrique se dessinent et ravivent mes rêves de gamin, d'un continent à la beauté sauvage, berceau de l'humanité. Je survole les champs fertiles des abords du Nil. C'est un nouveau continent qui s'ouvre à moi. À mon
mon arrivée au Caire, je rencontre Adel, chez qui je passe quelques jours pour bénéficier de ses connaissances, mais aussi de sa sagesse. Everyone has his own idea about the pyramids. Every piece in the pyramid is a mystery for me. Some of them, they think that the pyramids is a solar energy power. Some, they say it's a tomb for the king. Some, they think that the aliens made it. I don't agree that the aliens came to the earth and made it, because we are the human being, we can create anything. If you want to come to Egypt, see it with an eye of the Pharaoh. Feel the pieces, feel the places, feel it. Don't just go and come back. The age of the pyramid, actually nowadays we have a new theory. They said it's not 5,000 years old, it's 10, 12,000 years old. To be honest, nobody can say yes or no. But personally, I believe in it. I believe the pyramids is more than this. Nowadays, we say 12,000 years old. Maybe next year, somebody's gonna come and say 20,000 years old. So we're still learning. Our hearts talking to our minds, our nerves. It's all one system. The ancient Egyptians, they knew about this. The final judgment day, they put your heart on a scale and a very little feather. If your heart is heavier than the feather, you are guilty. Your heart full of sadness or full of blackness, which is like you have bad ideas about people. You are not good enough. Be happy and make people happy. It will come back to you. On est à moins de 100 mètres des pyramides et juste derrière moi se situent les anciennes tombes de ceux qui ont construit les pyramides. Par exemple, les contremaîtres et toutes les personnes qui étaient en charge de la construction des pyramides. Ah, c'est incroyable. Là, je suis vraiment à l'intérieur d'une des tombes des constructeurs de pyramides. On voit que c'est une tombe pour plusieurs personnes. Ah, on ne peut pas dire que c'est monstre large. Je suis entre les pyramides et le Caire. Et là de ces trous comme ça, de ces tombes, il y en a là-haut, il y en a ici, il y en a là. Et connecté à ce puits-là, il y a des souterrains qui partent tout le long, qui relient le Sphinx à la Grande Pyramide. Il y a énormément de souterrains ici dessous. C'est incroyable. J'ai joué un petit peu les archéologues ici en Égypte, ça me fait plaisir. Alors j'ai pas découvert la Lune, mais juste le fait de s'immerger dans les choses, moi c'est ça que je trouve génial. Près des pyramides, Khéops, Khéphren, maintenant il doit y avoir 2000 personnes. Ici, pourtant c'est une zone ouverte et il n'y a vraiment personne. Je suis vraiment tout seul dans les reliques, dans ces anciennes tombes des gens qui ont construit les pyramides. C'est cool quand on voyage, quand on découvre un lieu, pas juste rester où le touriste moyen va. Au contraire, là où on découvre, c'est quand on essaie de sortir un peu des sentiers battus. Il essaie de trouver un petit peu des choses. Alors des fois ça passe, d'autres fois ça passe pas. Mais des fois ça passe, et quand ça passe, c'est génial. Regarde, il adore ça. On est devenus super potes en quelques jours. Hein. Je quitte mon copain le Sphinx pour voler plein sud en direction du Soudan. Sous mes ailes, une immensité désertique qui semble totalement inhabitée. 1700 km me séparent de Khartoum, porte d'entrée vers cette Afrique sauvage qui me fait tant rêver. Il me faudra quelques arrêts ravitaillement, du repos aussi. Mais pour le moment, l'heure est à l'excitation de la découverte. La topographie laisse clairement entrevoir le lointain passé tropical devenu aujourd'hui aridité infinie. À proximité d'El Gouna, je survole le Desert Breath, la respiration du désert, une œuvre réalisée en 1997 par 3 artistes femmes pour célébrer notre relation à la beauté de la Terre. Mais la colonne vertébrale du nord-est de l'Afrique, c'est le Nil. Cette artère longue de 6700 km a permis l'essor des civilisations autour de son bassin de plus de 3 millions de km². C'est la construction des 2 barrages d'Assouan, depuis le début du XXe siècle, qui aura permis de domestiquer son débit.
Je viens d'arriver au Soudan, ici j'ai posé sur un tout petit aérodrome qui est vraiment au milieu de rien avec une piste en sable, c'est génial, c'était la première fois. Ça s'appelle Wadi Halfa et c'est le tout premier aéroport en rentrant au Soudan. À mon atterrissage à Kadougli, juste avant la frontière du Sud-Soudan, j'ai été accueilli par un membre des Nations Unies en mission dans la région. J'ai pu laisser ma machine dans leur hangar et il m'a tout de suite sérieusement mis en garde. Ce vol de demain, il faut que je fasse vraiment attention parce que dans les 3 dernières années, il y a 2 hélicos des Nations Unies qui se sont fait abattre par les rebelles du Sud-Soudan. Mais moi, avec ma petite machine, je ne vole pas vite. Selon les vents, je ne vais pas pouvoir voler haut. Donc il va vraiment falloir que je fasse attention à ça. Et je ne viens pas ici pour finir en chair à pâté. Et si j'arrive pas à faire le vol en un coup, ça veut dire qu'il va falloir que je pose. Et si je pose, eh bien, si je pose en territoire rebelle, et moi je ne sais pas où ils sont les territoires rebelles, eh bien je m'expose à pas mal de dangers quand même. Alors voilà, voilà un peu ce qui m'attend. Je décolle avec la boule au ventre. Je sais qu'il me faut impérativement relier Djouba, la capitale du Sud-Soudan, en un vol. Après environ 200 km, je retrouve le Nil. En fait, le Nil blanc, qui provient du lac No et encore plus au sud, du lac Victoria. En Razmeut, quelques mètres au-dessus de la savane, je constate que les paysages sont maintenant bien plus verts. Mais les vents contraires m'ont vite fait comprendre que j'allais devoir poser pour ravitailler avant Djouba. Exactement le scénario à éviter à tout prix. Je dois faire un arrêt non planifié à Rumbek. Je n'imaginais pas encore à quel point la situation allait dégénérer. Dès l'atterrissage, mon calvaire va commencer. Quand j'ai posé, j'avais pas des documents justifiant mes visas parce qu'ils étaient à Djouba. Du coup, j'ai été mis sous investigation. Très rapidement, je suis entouré par des militaires armés jusqu'aux dents. Ça sera interrogatoire sans fin à répétition, menottes, détention arbitraire pendant 3 jours. Déjà à ce stade, je reviens de loin. L'ordre initial était de coller une balle à cet espion américain venu par les airs dans son étrange machine. Jamais ils n'accepteront d'appeler l'aéroport de Djouba, la capitale, pour vérifier mes plans de vol. Pourtant, ça aurait mis fin au débat. Toutes mes affaires sont séquestrées. Beaucoup disparaîtront. Je reste emprisonné dans un bâtiment et je dors à même le sol avec les soldats. Beaucoup ont une allure débraillée. Cette armée nationale a des airs de guérilla, sans grands moyens. Ces soldats avec qui je vais partager ces 3 jours ne montrent aucune agressivité à mon égard. Au contraire, ils montrent un intérêt certain pour mon style de vie, s'étonnant que chez nous, on peut aller à l'école. Par contre, les gradés, ça c'est une autre histoire. 3 jours durant, l'homme de la sécurité nationale revient et m'interroge sans cesse. Pour lui, il n'y a pas de doute. Avec ma carrure, je suis un militaire en mission. Ici, je n'ai aucun droit et mon avenir est entre ses mains. Point. Pour finir, je vais être transféré sans savoir où. Menotté et transporté avec des rebelles entassés et fouettés comme du bétail dans un avion piloté par un Russe. À Djouba, enfin, je rencontre l'ambassadeur suisse. L'ambassadeur m'a sorti des emmerdes aujourd'hui. Pour finir, je suis autorisé à rapatrier ma machine en vol à Djouba depuis Rumbek. Mais une fois à Djouba, le calvaire continue, sous la forme d'une immense tempête qui soulève ma machine. Bonjour à tous. Comment dire ça pour bien le formuler, tu vois. La machine est cassée. C'est le point principal qu'il y a. Donc voilà, je peux pas aller plus loin. En fait, je suis simplement bloqué ici, au Soudan du Sud, qui est un pays en plus en proie à la guerre civile. L'énorme coup de vent a renversé ma machine sur le tarmac. Un tube de l'aile et une pale de l'hélice sont brisés. C'est réparable, mais jamais les pièces détachées n'arriveront au Sud-Soudan. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut savoir lire les signes, il faut savoir les interpréter aussi. Tout se passe pas toujours bien. Ce qui est important, c'est la manière dont tu réagis et comment tu résous les problèmes. Là maintenant, je suis face à un problème. Comment sortir déjà la machine du pays,
parce que c'est pas ici que je vais pouvoir la réparer. Alors voilà, mais moi je vais bien. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas. Passez une bonne nuit, puis on rediscute demain. Ciao. Je n'ai pas d'autre option que de quitter dès que possible le Sud-Soudan avec la machine en l'état et de me faire livrer les pièces dans un pays voisin. Ça fait plus de 2 semaines que je suis dans ce pays en guerre. En route pour l'Ouganda.